Bonsoir à toutes et tous. On est ravis de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire qui va être consacré à la retraite et aux solutions que vous allez pouvoir avoir à votre disposition. On va vous donner ce soir, en tous les cas, des éléments un petit peu plus concrets puisque c'est le 3e épisode que nous allons vivre ensemble. Je vous rappelle donc que vous avez l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de l'outil pour ceux qui nous suivent régulièrement. Ce soir, je suis donc avec Christophe Hernandez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Jean-Olivier, bonsoir à tout le monde. Donc comme je vous le disais, on va ce soir on va rentrer en vif du sujet. Comment réussir ses investissements grâce au PER. Pour ceux qui ont suivi les 2 derniers épisodes, il y avait un premier épisode sur lequel on est revenu, on va dire, sur le cadre général du PER. L'intérêt du PER, l'enveloppe, la fiscalité. On a fait un deuxième focus sur notre PER individuel, donc le suravenir PER et les supports d'investissement qui étaient disponibles au sein du contrat. On est revenu entre autres sur les target funds, Fidelity bien évidemment, et c'est pour ça que Christophe nous accompagne depuis ces trois webinaires spécifiques retraite. Alors, on va revenir juste sur un focus rapide sur Epargnissimo pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément. Donc, juste, je rappelle à tout le monde qu'on a été créé en 2010, qu'on a aujourd'hui plus de 2500 clients dans notre communauté, qu'on est une société indépendante capitalistiquement, qu'on est filiale d'un groupe de gestion privée qui est installé dans le sud-ouest et on essaye, en tous les cas, on construit des produits d'épargne exclusivement en ligne et qu'on construit en fonction de la demande de nos clients afin que ça réponde vraiment au marché. On a 2 axes, l'assurance vie d'un côté, l'épargne retraite de l'autre. Donc l'assurance vie, tout le monde connaît. Aujourd'hui, c'est près de 2000 milliards d'euros en France. L'épargne retraite fait un bond très important depuis 6 ans que le PER existe. Nous, au sein d'Epargnissimo, l'objectif, c'est de vous offrir donc ces produits compétitifs à la fois en assurance vie et en épargne retraite avec une diversité des supports financiers. Donc, on a aujourd'hui une offre parmi les plus larges du marché, les frais parmi les moins chers du marché, puisque c'est aussi le pendant de la partie Internet. Et on a plusieurs modes de gestion qui vous sont proposés. À la fois au travers des contrats d'assurance vie et à la fois au travers des contrats donc d'épargne retraite. Donc ce soir, je vous le disais, j'accueille Christophe pour la 3e fois consécutive. Je te remercie Christophe d'être là ce soir également avec nous pour parler donc de la retraite. Donc Christophe, tu peux te présenter rapidement? Moi, je m'appelle donc Christophe, je suis directeur commercial pour Fidelity International en France. Ça fait 17 ans que je travaille pour Fidelity. Je suis en charge de la distribution des véhicules de Fidelity auprès des CGP à travers la France, à travers aussi des family office, des banquiers privés. Mon objectif, c'est d'accompagner le plus possible les professionnels de l'investissement pour trouver les meilleures solutions pour appréhender les marchés, sachant que Fidelity est une société de gestion très connue et en place sur le marché français depuis 30 ans. La structure à laquelle elle appartient, c'est Fidelity International, qui est la petite sœur de Fidelity Investment, qui est la structure américaine. Vous voyez les encours gérés par les 2 structures, on dépasse les 6 000 milliards. Ça en fait une des plus importantes sociétés de gestion au monde. Et la retraite, comme l'assurance vie, sont des facteurs de développement très importants pour nous, mais la retraite particulièrement parce que si Fidelity gère autant d'argent à travers le monde, c'est surtout à travers la retraite des Américains, où on gère à peu près 1/3 de la retraite des Américains avec les véhicules qu'on met en avant aujourd'hui, qui sont les targets. Et en France, c'est à peu près 11 milliards d'encours. On est en place donc depuis plus de 30 ans. On est un des premiers acteurs étrangers à avoir attaqué, entre guillemets, le marché français. Et on est toujours là. On est ravis d'être là et d'accompagner l'éducation qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on fait finalement depuis notre origine sur le marché français, expliquer que faire des actions et prendre des risques sur le long terme, finalement, le terme de risque disparaît, devient vraiment opportunité pour peu qu'on se laisse un peu de temps. Alors, je crois que vous l'avez compris, concrètement aujourd'hui, quand on est accompagné avec Fidelity, on est accompagné par une des meilleures sociétés de gestion aujourd'hui, avec une orientation retraite. C'est un savoir-faire unique puisque Fidelity, à la base est une société américaine et aujourd'hui tous les Américains ont des fonds de pension. Il n'y a pas de retraite obligatoire ou de retraite par répartition aux États-Unis et donc les Américains sont obligés d'utiliser ce qu'on appelle des fonds de pension et utilisent des fonds donc de Fidelity. Donc aujourd'hui, très clairement, Fidelity permet d'avoir une approche retraite spécifique et dédiée et très adaptée à la retraite par capitalisation. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc oui, Fidelity et Epargnissimo, c'est le meilleur des 2 mondes puisque c'est l'association
C'est l'association d'un asset manager, d'une société de gestion internationale et Epargnissimo, un pure player que vous connaissez et qui aujourd'hui vous donne accès donc à des contrats retraite qui sont très adaptés, qui sont très compétitifs et qui vont vous permettre donc de préparer votre retraite sereinement. Alors, comment bien gérer votre épargne retraite? C'était vraiment le but de ce webinaire ce soir. On va l'avoir découpé en 8 thèmes, en 8 items. Je vais plutôt parler d'items. Les 8 repères pour gérer ses investissements. Bien sûr, on s'est appuyé sur des documents de Fidelity. Hein, c'était assez simple. Ils ont un certain nombre d'éléments de repères, d'éléments didactiques qui permettent de vraiment bien approcher la partie retraite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous lancer un petit sondage pour savoir tout simplement qui a déjà épargné pour sa retraite. C'est la première question que j'ai envie de vous soumettre, bien évidemment. Est-ce que vous avez, vous, au sein de nos auditeurs ce soir, au sein de nos clients, est-ce que vous avez déjà épargné pour votre retraite ou pas spécifiquement? Donc, on est plutôt sur oui, j'ai déjà épargné pour ma retraite, ce qui ne m'étonne pas. Hein, concrètement, on le retrouve quand même très régulièrement. OK. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer donc dans le vif du sujet de suite. Le premier élément qu'il faut comprendre et qu'il faut appréhender quand on épargne pour sa retraite, Christophe, tu vas revenir sur ce sujet, c'est la volatilité. La volatilité, c'est un indice de risque qui permet de mesurer finalement à un instant donné le risque qu'on a sur un marché donné. Est-ce que tu peux revenir sur cet élément qui est important et reprendre le graphique qu'il y a devant nous? Alors, c'est vrai que souvent les marchés actions sont appréhendés par les clients finaux. Les gens se souviennent systématiquement des crises financières ou des grosses chutes des marchés financiers, mais se souviennent absolument pas des rallyes qui ont fait suite finalement à ces chutes de marché. Si on pose la question à Madame Michu ou à n'importe qui dans l'environnement, tout le monde se souvient de 2008, tout le monde se souvient de 2011, tout le monde se souvient de la crise du Covid, la dernière en date, où les marchés ont fait des pertes assez significatives, aux alentours de moins 40%, et ce, assez rapidement. Mais personne ne se souvient que derrière, les marchés ont rebondi et ont fortement rebondi. Et c'est là que ça devient intéressant, ce graphique le montre, pour peu qu'on ait du temps et qu'on reste investi, les marchés ont toujours cette trajectoire haussière. Et finalement, la volatilité qui est inhérente au marché financier, on sait qu'on investit dans l'économie réelle, hein, à travers les entreprises sur lesquelles nous investissons. Au final, ces entreprises continuent de grossir, continuent à se développer, continuent à générer des profits. Et c'est ça qu'on vise dans le temps. Quand les marchés font moins 40% parce qu'il y a un choc sur les marchés, ce n'est pas pour autant que les outils de production ont disparu, que les stocks ont disparu, que le savoir-faire a disparu. Et évidemment, le temps est le seul révélateur. Et quand on a un peu de temps, on génère de la performance. Et c'est ce que montre finalement le graphique. Alors parfois, ça peut mettre un peu de temps, hein. C'est sûr entre 99 et 2009, c'était compliqué. Mais depuis 2009, les marchés ont connu une trajectoire assez rectiligne et assez haussière. Donc, se donner du temps, investir régulièrement, et c'est factuel. Là, on n'est pas dans du virtuel. C'est la trajectoire des indices mondiaux que nous voyons devant nous. Alors, je crois que c'est très intéressant ce que tu viens d'expliquer et on va y revenir puisque nous, tous les jours, on a régulièrement des clients, bien sûr, on a tous les jours des clients au téléphone qui nous appellent ou qu'on voit même physiquement parfois. Et c'est vrai que ce qui drive et ce qui génère souvent des décisions, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Et la volatilité, c'est un peu l'indice de la peur. En fait, ce qu'on appelle les pics de volatilité, c'est toujours quand il va y avoir du stress sur les marchés financiers et tout d'un coup, on va avoir un pic. Et quand il y a des pics de volatilité, il y a souvent des pics de baisse. Hein, pics de baisse. En tous les cas, il y a des baisses, des drawdowns, pour reprendre un terme très, très financier, et qui vont arriver dans ces moments-là. Tu l'as dit toi-même, l'important, c'est vraiment le temps qu'on a devant soi. Et lorsqu'il y a des pics de volatilité, j'invite vraiment tous nos auditeurs ce soir à prendre le temps de la réflexion avant de se soumettre à un arbitrage qui ferait prendre finalement des décisions un peu trop rapides. Et on va voir pourquoi, parce que derrière, on va expliquer l'importance. C'est des éléments qu'on n'a pas forcément au démarrage, ce n'est pas forcément naturel, mais on va y revenir. Le temps aujourd'hui, c'est le meilleur allié, tu l'as dit toi-même, pour réussir à finalement être performant et à la fois pour contrer la volatilité. Parce que la volatilité, c'est un indice qui arrive au jour J. Et plus on investit dans le temps,
et plus finalement cette volatilité va s'écraser et plus on aura un effet accélérateur sur la performance. Exactement. Et ce graphique-là, je trouve il est très intéressant. Alors, il paraît un peu technique, mais il ne l'est absolument pas. Il faut regarder les deux courbes, la rouge et la verte. On a essayé de faire des occurrences sur 20 ans. Celui qui a vraiment pas beaucoup de chance, qui aurait investi au plus haut des marchés, et celui qui a beaucoup de chance, celui qui aurait investi au plus bas des marchés. On se rend compte que sur un an, celui qui aurait eu vraiment beaucoup de chance aurait investi en 96 et revendu en 97, il aurait fait 63%. Mais finalement, les gens ne regardent pas celui qui a gagné beaucoup en une année, mais va regarder celui qui n'a pas de chance, parce qu'on se considère toujours comme celui qui a le moins de chance. Et celui qui a moins de chance, il aurait fait moins 40%, pratiquement moins 39,11 entre février 2002 et mars 2003. Et ce qui est intéressant de voir, plus on élargit la période sur laquelle on reste investi, plus on se rend compte qu'à partir de 14 ans, peu importe si on a été le plus malchanceux au monde, on ne perd plus d'argent. C'est là encore une fois où on voit que la volatilité est totalement écrasée par le temps, et peu importe à quel moment on a investi, le plus malchanceux, encore une fois, je le répète, qui aurait investi donc au plus haut des marchés, sur une occurrence de 14 ans, ne perd plus d'argent. Donc, c'est bien ça le message, c'est que, évidemment, on n'est pas tous malchanceux. On peut aussi investir au meilleur moment et donc générer des belles performances bien meilleures. Par exemple, celui qui investit sur 14 ans, qui aurait investi au plus bas des marchés, aurait fait 14% annualisé. Et celui qui aurait investi au plus haut aurait fait 0,86%. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais il perd peu d'argent. Donc, c'est vraiment se dire qu'à partir du moment où on a du temps, au final, le risque de perte en capital est vraiment très limité. Alors, pour reprendre ce graphique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on part dans l'hypothèse où la personne, l'épargnant, épargne au jour J, il met 100 € et il regarde dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans. Un des éléments qui permet justement de contrer ça, et on le verra par la suite, c'est justement de pouvoir programmer et de lisser son investissement dans le temps. D'accord ? Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a de temps devant soi, et plus on va avoir finalement un risque qui diminue, et le risque de perte en capital. L'autre sujet qui va être très intéressant de regarder, et cet élément-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu et qu'il faut que vous reteniez tous ce soir. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que souvent, on pense qu'on va pouvoir éviter les meilleurs, du moins les plus mauvais jours de bourse, et on va pouvoir avoir les meilleurs jours de bourse. Christophe vient de le dire, en fait, on se rend compte, j'aurais pu mettre ce graphique-là, on se rend compte que les meilleurs jours de bourse arrivent très régulièrement au lendemain des plus grosses baisses. Exactement. Et il est très rare, mesdames et messieurs, ce soir, qui nous écoutez, il est très très rare de sortir toujours au plus haut et de rentrer toujours au plus bas. Et si, en fait, on a un timing qui est finalement, qui ne va pas se jouer à beaucoup, mais qui va se jouer à quelques jours, on va se rendre compte que, et c'est là l'intérêt de ce graphe, on va se rendre compte que sur une longue période, dès qu'on rate les meilleurs jours de bourse, on rate beaucoup de performances. Donc le graphique qui est là, je vais le commenter. Je me permets de te piquer la vedette un peu, Christophe, là-dessus, parce que ce graphe-là, il est très parlant. En fait, on se rend compte que quand on a aujourd'hui, donc là, le graphique qui a été pris, c'est sur un indice qui est le MSCI World, donc le marché des actions mondiales, dont on me parle aussi pas mal. C'est un graphe qui se met sur une période de 10 ans, d'accord, et qui s'arrête au 31/12, au 29/12 2023. Donc, c'était il y a quelques mois. On se rend compte qu'en fait, si on rate les 10 meilleurs jours de bourse, on passe d'un rendement annualisé de 11,62 à 6,66. C'est-à-dire que je divise quasiment par 2 ma performance en ratant que les 10 meilleurs jours de bourse. D'accord ? C'est quand même colossal. Les 20 meilleurs jours, on passe à 3. Les 30 meilleurs jours, on passe à 1. Et si on rate les 40 meilleurs jours sur 10 ans, je rappelle que 10 ans, c'est 3600 jours. Hein. D'accord ? 3600 jours. Eh bien là, j'ai ma performance qui passe négative. Donc aujourd'hui, très clairement, je mets au défi quiconque de prendre que les meilleurs jours de bourse et de rater tous les plus mauvais jours de bourse. Donc la meilleure solution aujourd'hui reste malgré tout d'être investi. Est-ce que, Christophe, tu as quelque chose à rajouter ou pas par rapport à ça, ou est-ce que c'est exactement ça ?
Tu as très très bien résumé et c'est vrai que l'élément central qui vient tout de suite à la bouche des gens, c'est de se dire oui, mais si on loupe les pires jours de bourse, qu'est-ce qu'on fait comme performance? Tu l'as dit en introduction, les meilleurs jours de bourse sont consécutifs aux pires jours de bourse. Ce qui fait que c'est impossible d'éviter les pires et de prendre les meilleurs. Donc, structurellement, les gens, quand ils évitent les pires, ils prennent pas les meilleurs et au final, ils génèrent pas de performance. Donc, il faut être investi, il faut rester investi, retenir les positions et encore une fois, on parle de 10 ans et on parle de 10 jours. 10 jours loupés sur 10 ans, on tue la moitié de la perf. C'est monstrueux. Donc, ça paraît tellement monstrueux qu'on a du mal à y croire, mais cette statistique-là, elle est intéressante parce qu'on a pris le MSCI World et c'est pas un hasard parce que le MSCI World, c'est l'indice qu'il faut vraiment le plus coller parce que si on prenait l'indice européen, bah, la performance serait pas de 11,62 mais aux alentours de 9 peut-être et on tomberait tout de suite à 4 sur les 10 meilleurs jours de bourse loupés et on tomberait négatif bien plus tôt qu'au bout de 40 meilleurs jours de bourse. Donc voilà, l'idée c'est d'être vraiment sur le monde, rester investi et ne pas se précipiter quand les marchés baissent. Encore une fois, si on a la mémoire pas trop courte, 2020, c'était il y a 4 ans, le covid a très bien prouvé, tout ça. Les marchés ont fait, moins 40 pratiquement en 1 mois et ont repris, bien plus que ce qu'ils avaient perdu en quelques semaines également. Donc, là aussi, il ne faut pas être, trop réactif et il faut plutôt être patient et tenir les positions. Alors là, on vient de voir les 3 premiers points, les 3 premiers piliers qu'il faut absolument respecter. Petit 1, la volatilité, on l'a vu, d'accord? Donc ça, c'est essentiel. Comprendre que aujourd'hui, je le répète, 80 à 90 des décisions qui sont prises, elles sont prises sur le coup de la peur, sur le coup de l'anxiété, d'accord? Donc maîtrisons les émotions quand on veut faire des arbitrages. La deuxième, éviter de faire des allers-retours. C'est le titre de ce slide, de cette diapo. Mais aujourd'hui, très clairement, si vous essayez de faire des allers-retours sur les marchés, vous verrez que vous prendrez très certainement, vous sortirez pas assez tôt et vous rentrerez certainement un peu trop tard. Et rien qu'en ratant ces quelques jours, eh bien, vous perdrez une grande partie de la performance. Ça, c'est des éléments qui me paraissent essentiels. Et puis après, comme l'a dit Christophe, plus vous tiendrez votre position dans le temps et plus finalement vous réduirez la volatilité et vous augmenterez vos chances de performance. Ça, c'est aussi le 3e point qui me paraît essentiel. Alors, l'autre élément que je voulais mettre, qui me paraît essentiel, Ça, c'est un graphique qui fait peur. Ça, c'est un graphique qui fait alors peur. c'est un graphique qui est un peu ancien parce qu'il n'a pas été actualisé, mais que j'adore. Et si je le prenais aujourd'hui, je pense que j'aurais à peu près la même chose puisque ce graphique, il était sur 20 ans. Et en fait, il est caricatural. Et ne pensez pas que en fait, on a trafiqué le graphique, c'est la réalité. En fait, ce graphique, vous avez en rouge les mouvements d'achat les plus importants. D'accord? Et vous avez en bleu le mouvement du CAC 40. D'accord? Donc là, on est sur le CAC 40. C'est vrai que la courbe s'arrête en 2016. Le graphe est un petit peu ancien, mais j'ai voulu le mettre parce que ce graphique-là, il a été édité par Fidelity. C'est un graphe que moi, j'utilise très régulièrement quand je parle avec des clients. Et très clairement, on se rend compte que là où on a les pics de collecte, c'est là où il y a les pics de performance, c'est-à-dire que c'est là où les marchés sont les plus hauts. Et on se rend compte que là où il y a les pics de décollecte, c'est là où les marchés sont les plus bas. Alors qu'en fait, il faudrait faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait avoir des graphes avec des pics de collecte en 2003, en 2004, il faudra avoir des pics de collecte en 2009, en 2010, à l'époque des marchés de la crise grecque, de la crise des États. Et finalement, c'est là où les gens sont le moins investis. Alors, c'est un peu moins vrai depuis 4 ans, pour une raison, parce que Christophe l'a dit. On constate un phénomène un peu différent depuis 4 ans sur une chose, c'est que depuis 4 ans, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, les gens ont eu du temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup d'investisseurs mondiaux qui se sont mis sur des plateformes d'investissement, de trading. Et aujourd'hui, très clairement, on a un taux d'investisseurs qui n'a jamais été aussi élevé. Mais on se rend compte quand même que les flux d'investissement sur les marchés actions, sur tous les marchés, sont souvent inverses à ce qu'il faudrait faire parce que tout d'un coup, on investit fortement quand les marchés sont au plus haut. Donc, j'ai voulu le mettre, ce graphe, parce qu'il me paraît assez représentatif, Christophe.
Et complètement d'accord avec toi et c'est assez édifiant. Souvent cette période-là, je sais pas, moi j'étais encore, j'étais déjà sur le marché du travail évidemment et je me souviens des reportages sur TF1 où on montait dans le cadre de la bulle internet les gens qui gagnaient de l'argent rapidement, qui faisaient des fois 2 fois 3 sur une journée et c'était aussi dans les médias et tout le monde s'était mis à la bourse au moment où finalement, c'était un peu l'euphorie et derrière quand l'euphorie, bah, s'est calmée, la bulle a explosé, les gens ont commencé à vendre à perte alors qu'il fallait presque, se mettre à acheter quand tout le monde vendait et c'est ce qui se passe régulièrement finalement. Même aujourd'hui, si le marché les gens sont de plus en plus éduqués, mais on part de tellement loin que, qu'il y a quand même un effet moutonnier très fort. Les gens vont, quand ça collecte et vendent quand ça baisse. C'est ce qu'il faut, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Donc là, si je fais une synthèse des 4 premiers piliers, d'accord, on a parlé de durée d'investissement, on a parlé de volatilité, d'accord, on a parlé d'émotion, d'accord, on a parlé, on va y revenir derrière. Il faut qu'à un moment donné, vous puissiez, que vous sortiez de tout ça, que vous compreniez également que les allers-retours sur les marchés, c'est complexe et que vous aurez très peu de chances de gagner à tous les coups. Et donc, la meilleure solution que vous avez, c'est finalement de tenir les positions parce que le lendemain des grandes périodes de baisse, ben, vous avez des grandes périodes de hausse. Donc, on va rentrer sur les 4 autres piliers. Et là, vous allez vite le comprendre. Aujourd'hui, il y a des positions sur les comptes courants, j'allais dire ça m'effraie. Alors, ça m'effraie pas, mais ça me surprend. Ça me surprend toujours parce qu'on a des chiffres chaque mois qui nous sont donnés régulièrement par la Banque de France ou par des entités économiques qui nous donnent les positions aujourd'hui sur les comptes courants et entre autres les comptes courants en France. Donc ça, c'est le point que nous allons voir aujourd'hui. Très clairement, laisser de l'argent, trop d'argent sur votre compte courant, eh bien aujourd'hui, c'est une érosion face à l'inflation. D'accord? Est-ce que tu peux revenir là-dessus, Christophe? C'est vrai que, souvent on se dit: «Bah, je préfère ne réinvestir que de perdre de l'argent sur les marchés financiers». C'est un peu le discours que les gens qui sont non initiés ont. Mais en fait, en faisant rien, bah, ils perdent beaucoup d'argent. Sur 20 ans, c'est moins 26 avec une inflation qui était quand même assez faible avant, 2023 et 2022. Avant, on avait des inflations qui étaient, inférieures à 2. Pour autant, mis bout à bout, ça fait des chiffres qui sont, assez abyssaux et le fait de ne rien faire et de ne pas, investir ou, placer son argent fait notre argent s'érode et de manière très significative. Donc, le fait de dire: «Je ne fais rien, c'est mieux que de faire et me tromper», bah, en fait, c'est pas mieux, pas du tout. Alors, pour reprendre ce que tu viens de dire, aujourd'hui, quand vous aviez une inflation entre 0 et 2 d'accord, c'est clair que pour 10 ans, on le voit là dans le graphe, hein, on est passé de -16 à -26 en 10 ans. Depuis 3 ans, l'inflation accélère, même si elle ralentit fortement depuis 12 mois, 12-18 mois. Mais très clairement, l'inflation érode votre argent. Donc aujourd'hui, avoir des positions trop importantes sur votre compte courant, c'est un vrai sujet. Et à la limite, même si vous n'investissez pas en actions, bah, à minima, il faut que vous rémunériez vos comptes courants et que vous placiez votre argent que vous avez sur votre compte courant sur au moins des SICA monétaires ou autres, mais pas laisser votre argent sur le compte courant. Je vous demande ce soir à tous ceux qui nous suivent de nous suivre là-dessus. On n'a pas Au dit moins. allez sur les actions de suite, on vous dit pas ça, mais au moins ne laissez pas votre argent trop important sur les comptes courants parce que votre argent s'érode. Donc ça, c'est le point 5 qu'on voulait voir ce soir avec vous, vous dire, voilà, aujourd'hui, ne laissez pas votre argent sur vos comptes courants, rémunérez votre argent. Ensuite, c'est un élément qui va regrouper finalement tout ce qu'on vient de dire, Christophe. On va Exactement. revenir sur le cycle des émotions des investisseurs. Et on pourrait mettre ce cycle avec le graphique que j'ai montré juste avant, qui nous a plu. Hein, on a dit on adore ce graphe, même s'il n'est pas à jour et il était arrêté en 2015, en voyant les pics de collecte. En fait, aujourd'hui, on s'en rend compte. Très clairement, quand on est dans des phases, on va dire, haussières, c'est l'euphorie. Autant vous dire qu'en ce moment, par exemple, sur les marchés américains, d'accord, on est plutôt sur la courbe à gauche, entre optimisme, enthousiasme, voire euphorie. Alors, est-ce que on est déjà à l'euphorie ou pas, ou est-ce qu'on est à l'optimisme ou à l'enthousiasme? Ça, justement, c'est l'avenir qui le dira.
A contrario, sur les marchés aujourd'hui européens, on est plutôt dans la courbe plus à droite. D'accord? C'est-à-dire que concrètement, et surtout en France, on est plutôt Oui. sur de l'anxiété, de l'inquiétude, un peu de peur. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, donc ça c'est important de regarder cette courbe parce que cette courbe, elle peut parfois être synchrone entre les États-Unis et la France ou l'Europe, et même à l'Est, et parfois elle est désynchronisée. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un cycle d'effets sur les émotions qui va enclencher, ce que je disais tout à l'heure, des pics de collecte ou des pics de décollecte. Et pourtant, c'est quand vous paniquez ou quand vous avez l'abandon des marchés. Exemple, 16 mars 2020, c'est le point bas après Covid, puisque le marché a commencé à dévisser à partir du 20 février. Et à partir de là, on a enchaîné, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, 3 semaines à 1 mois de baisse, où on a perdu près de 40% sur les marchés. Et là, on avait la capitulation du marché. Tout d'un coup, c'était la panique. Et c'est là où, justement, vous avez le maximum d'opportunités. A contrario, quand il y a l'euphorie, ben, il faut être un peu plus modéré, un peu plus raisonnable et faire attention à ce que l'on fait et de la manière dont on le fait. Est-ce que tu peux revenir justement sur ce cycle des émotions par rapport au graphe que vous allez voir là? Bah, c'est un peu le pendant du premier graphique qu'on a vu sur la tendance haussière des marchés où on voit bien que finalement toutes ces, tous ces cycles sont bien notifiés là avec, des éléments, les crises financières, les pandémies, la guerre en Ukraine qui créent des tensions assez fortes finalement sur les marchés, qui concernent pas seulement, les investisseurs, hein, mais aussi les épargnants. Donc tout le monde se met un peu à paniquer, en se disant que c'est la fin du monde, mais c'est jamais la fin du monde en fait. Les marchés financiers, sont sous stress, donc les gens vendent, pour se mettre à l'abri, pour ensuite revenir pour les plus initiés. Mais il y en a qui reviendront jamais ou qui sortent au plus bas et qui ne reviennent plus. Et malheureusement, ils ont figé leurs pertes. Et il est là le sujet en fait, c'est d'être capable, si vous sortez, il faut être capable de revenir assez vite parce qu'en fait les rebonds sont très rapides. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils ont touché au marché actions ou à l'investissement, souvent ont vécu, une première crise, une deuxième crise et abandonnent et ne reviennent plus et ne connaissent pas finalement les périodes de prospérité des marchés financiers avec des performances qui sont, je le répète, les meilleures performances d'un investissement, global, hein. Ça, c'est au-dessus de l'immobilier, c'est au-dessus de toutes les classes d'actifs que vous pouvez rencontrer. Il n'y a pas mieux que les actions aujourd'hui, pour peu qu'on ait encore une fois le temps. C'est le mot qu'il faudra retenir, c'est le temps. Alors, le temps et les émotions. Pour moi, c'est le temps et les Exactement. émotions. C'est-à-dire que concrètement, le graphique que vous voyez là, vous voyez, vous avez des smileys en vert, vous avez des smileys en jaune et vous avez des smileys en rouge. C'est un graphique quand même qui reprend 30 années. D'accord? On ne s'est pas arrêté à faire quelque chose, un focus sur 2, 3, 4 ans. On est sur 30 ans. Là. 30 ans, c'est une sacrée tranche de vie. On part de 93 et on arrive en 2023. On voit quand même qu'il y a eu un certain nombre de moments un peu complexes, comme la crise financière de 2008. Dans le graphe, il n'est même pas positionné, mais 2013-2015, il y a aussi quand même un stress avec la dette des États européens. Oui, Et après, il y a la pandémie de 2019 avec le le Covid-19, pardon, et la crise en Ukraine-Russie qui est aussi un stress sur les marchés et qui entraîne mécaniquement beaucoup de panique et beaucoup de volatilité, justement, puisqu'on revient toujours. Donc aujourd'hui, ce que vient de dire Christophe, c'est essentiel. Le temps, les émotions, l'épargne long terme, d'accord? C'est-à-dire concrètement, on est dans... Finalement, tout ça, l'intérêt, c'est quoi? C'est que ce soir, ce qu'on vous explique, on vous l'explique pour la partie retraite, d'accord? On vous explique aujourd'hui, voilà comment ça va se comporter sur la partie retraite. Maintenant, ce qu'on vous explique ce soir, c'est aussi du bon sens qui peut fonctionner pour d'autres placements que vous avez sur d'autres typologies de placements hors retraite. Le temps, la volatilité et bien évidemment la partie résistance au stress. D'accord? Ça va vous permettre de pouvoir passer sereinement un certain nombre de nuits et mieux dormir quand tout d'un coup les marchés capitulent. Alors, le versement, les... Gio, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, ce qui est très important, c'est vrai que dans le cadre de la retraite, finalement, on a le temps parce que l'horizon de retraite, il est toujours lointain et on est moins sujet à regarder ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans quand on met de l'argent pour notre retraite. Ce qui est plus le cas dans l'assurance vie, les gens ont tendance à plus regarder leur contrat d'assurance vie régulièrement et le stress est d'autant plus important. C'est pour ça que la retraite, c'est vraiment
un univers intéressant pour investir et laisser du temps parce qu'on génère des grosses performances. Je vais vous donner une anecdote. Aux États-Unis, tu l'as rappelé, il y a pas de retraite par répartition, c'est que par capitalisation. Il y a des gens qui ont commencé à investir très jeunes et qui sortent à la retraite avec des contrats de retraite en millions parce qu'ils ont investi pendant 30 ans. Quand on arrivera à ça en France, je pense qu'on aura réussi notre travail. Alors, 2 choses. J'allais dire pour conclure, on est presque à la fin du webinaire. Là où on va parler de 2 choses qui me paraissent importantes. Là, on va dire pour faire la quadrature du cercle. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi? On va vous parler de l'investissement programmé, d'accord? C'est-à-dire concrètement, j'investis de manière mécanique à date certaine pendant une longue période. Donc on a vu l'effet du temps, on a vu l'effet de la volatilité, on a vu les marchés, on a vu l'émotion. La deuxième chose qu'on va évoquer ce soir, c'est les intérêts composés. D'accord? Les intérêts composés, on va y revenir. Est-ce que aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, vous avez la possibilité de réagir avec les emojis. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est les intérêts composés? Parce que ça, je vais y rentrer dans le sujet et je vais vous montrer l'impact des intérêts composés. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les intérêts composés, si on les regarde comme ça, on se dit, bon, ça pèse pas pour beaucoup, alors qu'en fait, ça pèse pour beaucoup. Les intérêts composés couplés à l'épargne programmée, ça pèse pour beaucoup. Donc l'avantage aujourd'hui, le pouvoir de l'investissement programmé, c'est 3 choses. Christophe a dit très clairement, il y a des contrats retraite aux États-Unis qui sortent avec plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, c'est le poids de 2 choses. C'est la capacité d'investir progressivement avec un investissement tout en douceur qui permet de se constituer un capital de façon progressive. Ça permet de lisser l'effort. Plus vous commencez tard, plus l'effort est important. Plus on commence tôt, moins l'effort est important. Et ça, c'est hyper important à retenir. Quand je mets 300, 400, 500 euros par mois et que j'ai 25 ans, eh bien forcément, j'aurai moins d'efforts à faire que si je commence à 50 ou 55 ans et qu'il me reste 10 ou 15 ans pour préparer ma retraite. La deuxième chose, ça atteignit les fluctuations du marché, on l'a vu. On a vu juste avant l'effet de l'atténuation des fluctuations du marché. Ensuite, ça permet de réduire le coût moyen d'investissement. Bien sûr, parce qu'au fur et à mesure, à intervalles réguliers, ça permet d'avoir un coût d'acquisition moyen. D'accord? Donc, dans le coût, on a un prix moyen et une moyenne, ça ramène toujours le prix plus bas. Donc, quand on achète tous les mois quelque chose, eh bien, au fur et à mesure, on a mécaniquement une baisse. Alors, je vais laisser commenter les 2 graphiques qui viennent derrière à Christophe juste avant. Je veux juste vous montrer un exemple. Quand j'investis 100 euros, si demain je gagne 4%, eh bien, à la fin de l'année, j'ai 100 plus 4, j'ai 104. Si je laisse cet argent investi et que l'année d'après, je regagne 4%, eh bien, je regagne 4%, non plus sur 100, mais sur 104. C'est ça, en fait, les intérêts composés et la force des intérêts composés. Et quand on aligne à la fois les versions programmées plus les intérêts composés, alors on arrive à des sommes qui sont très importantes. Et là, on va vous montrer un graphe. Le premier graphe, c'est un graphe sur lequel on met 100 euros par mois. Exactement. Il y a quelqu'un qui met un versement initial de 24 000 euros en 2004 et quelqu'un qui met 100 euros par mois sur cette même période. Et vous avez aussi la petite hachure en bas, c'est le fonds en euros. Donc on se rend compte que évidemment, la ligne des versements mensuels est beaucoup plus lisse et linéaire et moins chahutée par les mouvements de marché parce que justement, on rentre régulièrement. Alors, la personne qui a émis ses 24 000 euros en 2004 avait bien progressé, avait atteint pratiquement 40 000 euros en 2007 et puis 2008 arrive, 2009 arrive et là, il perd 50% de son capital, enfin de son capital sur une année. Et en général, malheureusement, c'est ce qu'on constate, ce qu'on a évoqué juste avant, les personnes qui perdent 50% de leur investissement ont tendance à couper et à dire au revoir au marché financier en se disant: «C'est pas pour moi, c'est trop volatile, je n'y arriverai jamais». Pour autant, s'il est resté investi, qu'il a fait confiance à son intermédiaire financier, il a gagné 123 000 euros aujourd'hui, en ayant juste placé 24 000 euros en 2004, 20 ans plus tard. De la même façon, celui qui a mis 100 euros par mois, donc de manière très régulière et de manière assez indolore, a accumulé 70 000 euros. Et celui qui a fait la partie la plus garantie, la plus safe, a fait 24 000 euros. Donc le risque n'est pas payé, il est surpayé.
Et encore une fois, quand on se donne du temps et qu'on rentre progressivement sur les marchés financiers, on évite finalement de trop se stresser et on génère quand même de la performance. C'est ça l'idée derrière sous-jacente, c'est de dire rentrer régulièrement sur les marchés financiers, évite de se poser la question est-ce que c'est le moment ou est-ce que c'est pas le moment, et permet de constituer un capital intéressant pour ces différents projets. Autre sujet, donc là on part sur des versements programmés et versements programmés sur le fonds euro et versements mensuels sur les target funds. Est-ce que tu Exactement. peux revenir sur ce graphe? Bah, ce graphique, il reprend un peu le graphique d'avant, mais il est encore plus intéressant parce qu'on se situe à une situation qui pourrait ressembler à celle d'aujourd'hui, à savoir un marché assez cher, assez haut. Et donc là, la personne a investi 28 800 € en début de période, donc c'était juste avant 2008, juste avant la crise. Et là, un an après, il se retrouve lui aussi avec plus que 15 000 € de son épargne dans le cadre de son investissement, dans le cadre de la retraite. Donc là, la question se pose auprès du client. Il se dit, j'ai pas de chance, je suis rentré sur le marché financier à son plus haut, j'ai mis un gros montant et j'ai perdu 50% un an après avoir mis mon investissement. Donc là, discussion avec son CGP, discussion avec son intermédiaire financier. On est dans la psychologie de l'investisseur qu'on a vu juste avant. Est-ce qu'on abandonne? Est-ce que je suis anxieux? Qu'est-ce que je dois faire? Son conseiller arrive à le rassurer en lui disant, on a un horizon qui est indiqué sur le produit, c'est 2040, on est en 2008, laissez faire la gestion, vous vous y retrouverez. On espère que le client a fait confiance. Au final, il se retrouve avec 56 000 € de constitution de patrimoine. Une autre personne avait moins de moyens et s'était dit, moi, je vais rentrer à la même période 150 € par mois. Et on voit que le graphique, lui, en début de période, l'année d'après, ça fait moins 50, il s'en fiche complètement parce qu'il rentre régulièrement. Et au final, il va générer 51 000 € pratiquement de capital. Alors, encore une fois, la prise de risque, elle est plus forte pour la personne qui met de l'argent tout de suite. Il a plus de volatilité, mais il gagne plus. On n'est pas en train de dire que les versements périodiques vous feront gagner plus d'argent. Ça vous évitera d'avoir trop de stress et de vous poser trop de questions et de se dire est-ce que j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Le cadre des versements périodiques, ce qui est confortable, c'est qu'on ne réfléchit pas, on y va régulièrement. On rentre sur les marchés régulièrement et on gagne de l'argent. Et vous avez encore une fois le fonds en euros qui est indiqué en bas et ça génère 34 000 €. En gros, on fait 2 fois plus d'argent en investissant sur les marchés, que ce soit régulièrement ou en un coup, pour peu qu'on se laisse encore une fois du temps, malgré toutes les crises qu'on peut avoir, malgré toutes les tensions qu'il peut y avoir, malgré le fait d'être passé par un moins 50% sur son capital. Au final, on gagne de l'argent en restant investi longtemps. Pour peu, encore Alors, une fois, alors, pour qu'on n'ait reprendre, pas besoin de l'argent au bout de 3 ans, hein. pour reprendre ce que tu as dit, Christophe, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. C'est vrai que ça fait 25 ans que j'entends parler de crises successives. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand on regarde, finalement, le temps permet d'effacer. Alors, je ne vais pas dire les crises, parce que les crises, elles sont là. Mais par contre, permet d'effacer la volatilité, permet de lisser la performance dans le temps. Et en plus, quand on fait des versions programmées, l'effet est encore plus important et impressionnant. Alors, le dernier point et qui me paraît intéressant, c'est ce que je viens de dire sur les versements et sur les intérêts composés. Aujourd'hui, on voit l'impact des intérêts composés. Plus on prend de risques, le poids des intérêts composés est important. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe quand on a des performances. Donc là, c'est pour quelqu'un qui aurait investi 10 000 € pendant 20 ans, avec les différents scénarios de performance, 2%, 4%, 6%, 8%. Ça montre l'impact. L'impact est à peu près identique, bien évidemment, si on verse tous les mois. D'accord, c'est la même chose. Et le poids des intérêts composés est très important. Donc, je rappelle les intérêts composés. 100 €, 4%, la première année, j'ai gagné, je suis à 104. Et l'année d'après, si je refais 4% sur les 104, eh bien, je gagne 4% de 104. Donc, l'année d'après, j'aurais pu 108, mais j'aurais 108,30, 40, etc., etc., pendant X années. Et le poids des intérêts composés est très important. Est-ce que tu veux Évidemment. rajouter quelque chose, Christophe? Évidemment, ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé. D'ailleurs, souvent, il y a des investisseurs ou des investissements qui sont indiqués non pas en intérêt annualisé, mais en intérêt, ils disent voilà, on va vous donner 8%, 8% par an pendant 10 ans. Très bien, mais c'est pas capitalisé et c'est pas annualisé. Ce qui fait que ça fait une grosse différence de donner 8, par exemple, si on donne 8%, 108, 116, etc. C'est pas pareil que de faire 108 plus 8%, plus 8%, etc., etc. L'effet boule de neige est très puissant et on le voit bien là, hein, entre 2% annualisés et 8% annualisés,
ça fait x3 en termes de capital, hein. C'est monstrueux sur 20 ans et c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre vraiment le fonctionnement des marchés financiers. Alors, ce soir, si vous pouvez retenir juste en synthèse, le temps, les risques, les émotions, les intérêts composés, les versements programmés, si vous additionnez l'ensemble de ces points-là, sur une longue période, ça devrait bien se passer. D'accord ? C'est exactement ça. Le dernier sujet qu'on doit voir ce soir, qui me paraît essentiel, c'est ce que vous allez avoir au sein de votre PER. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous choisissez Epargnissimo, vous avez deux solutions. Donc, vous avez deux solutions. Vous avez, en tous les cas, au sein du PER, vous avez la diversification à la fois des classes d'actifs et également des supports d'investissement que vous allez avoir à votre disposition. Alors, les années boursières se suivent et ne se ressemblent pas. Ça me paraît essentiel. C'est comprendre que, en fonction des périodes, c'est pas les mêmes classes d'actifs qui peuvent à un moment donné rapporter. Donc, la diversification, elle se fait à la fois dans les actifs cotés et à la fois dans les actifs non cotés. Donc, le meilleur pour vous aujourd'hui, c'est d'avoir une diversification dans votre allocation. Donc, vous pouvez très bien avoir dans votre PER, au sein du PER Epargnissimo, avoir une grosse base sur, par exemple, le Fidelity Targets Funds en fonction de votre âge de départ en retraite et du départ et de l'âge que vous avez aujourd'hui. On vous a rappelé sur le deuxième webinaire comment ça fonctionnait. En fonction donc de votre départ en retraite, vous allez choisir un Targets Fund, sachant que tous les 5 ans se crée un Targets Fund. D'accord ? L'avantage du Targets Fund, c'est que lui, son métier, ça va être d'investir sur les marchés financiers cotés. Il va donc y avoir une répartition entre actions, obligations. Ça peut être des actions Europe, émergente, Asie, États-Unis, obligations, c'est la même chose. Donc, on va avoir des obligations d'entreprises émergentes ou des pays développés. Et on voit très, très bien sur ce graphe qu'en fait, en fonction des années, eh bien, par exemple, en 2020, on va avoir les actions Asie avec Japon qui ont fonctionné. On va avoir, par exemple, les actions États-Unis qui vont avoir fonctionné, mais on peut avoir aussi les actions Europe qui ne marchent pas ou les obligations émergentes qui ne marchent pas. Donc, si vous êtes bien évidemment à 100% sur les actions Europe, cette année-là, en 2020, vous avez une performance négative. A contrario, si vous êtes diversifié entre les actions internationales qui pourraient être Asie hors Japon et par exemple les actions États-Unis, eh bien, vous allez avoir une diversification. Donc, résultat des courses, vous aurez une performance qui sera bien évidemment bien meilleure si vous êtes diversifié. C'est ça l'objectif aujourd'hui de la diversification. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Christophe ? Moi, il y a quelque chose qui doit sauter aux yeux des gens qui suivent le webinaire. Dans ce graphique-là, évidemment que c'est vrai que c'est compliqué de connaître le marché qui performe le mieux chaque année, ça change un peu. Il y a des marchés, parfois c'est pas la mode, ou il y a une rotation sectorielle ou cyclique ou des tensions géopolitiques qui font que les marchés ne fonctionnent moins bien. C'est souvent le cas des émergents, c'est souvent le cas des pays un peu plus en voie de développement. En revanche, on constate quand même que de 2015 à 2023, le marché qui a surperformé tous les autres marchés sur 8 ans, je crois, il y a 5 fois le marché américain qui est en tête. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on peut regarder les choses de manière totalement factuelle et sans prisme. Le marché américain, c'est le marché directeur. Il faut absolument des États-Unis dans les portefeuilles. C'est le cas dans les Target Funds, c'est le MSCI World. Le MSCI World, il représente finalement la capitalisation mondiale et la capitalisation mondiale, elle est à un peu plus de la moitié sur le marché américain. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire un investissement long terme sans avoir des États-Unis en portefeuille. C'est ce que dit également cette matrice de diversification. Il faut des États-Unis, pas que, mais il faut une part des États-Unis dans les portefeuilles, c'est obligatoire sur un investissement long terme. Et qui de mieux qu'un gérant américain pour parler des États-Unis ? Voilà, je laisse la réponse à ceux qui suivent le webinaire ce soir. Je crois que vous l'avez en partie. Et Christophe l'a très bien rappelé. Je rappelle que sur les 8 ans là, que vous avez devant vos yeux, il y a 5 années où les actions américaines finissent numéro 1 en termes de perf. Donc, c'est vrai que c'est assez parlant et assez éloquent. C'est le cas cette année encore une fois. Et c'est encore le cas cette année en 2024. Et même cette année, ça s'est encore plus creusé. Par rapport aux événements que nous pouvons vivre aujourd'hui en Europe. Alors, j'aimerais conclure ce webinaire sur le fait que vous avez également une diversification dans les actifs que vous allez avoir à votre disposition dans votre PER.
D'accord? Donc concrètement aujourd'hui, je voulais quand même faire un focus, même si bien évidemment on a fortement parlé de Fidelity au sein de ces trois webinaires. Aujourd'hui, à l'intérieur de votre PER, vous allez retrouver donc des OPCVM actions obligataires. Vous allez avoir des trackers, des ETF. C'est-à-dire que concrètement, ce que vient de dire Christophe, c'est très important. Vous avez l'ETF MSCI World à votre disposition dans votre PER. Du private equity, des parts de SCPI, même si c'est moins à la mode et moins de tendance aujourd'hui sur l'immobilier. D'ailleurs, il faut se poser la question si finalement on n'est pas dans la courbe de l'inversion, vous savez, par rapport aux émotions, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est pas maintenant qu'il pourrait re-rentrer finalement sur l'immobilier? C'est une question qu'on peut se poser. On n'est pas là ce soir pour y répondre, mais en tous les cas, ça peut être des questions que vous pouvez vous poser et on peut essayer d'apporter quelques réponses. Les parts de SCI, les produits structurés qu'on vous propose tout au long de l'année, on essaye de vous d'avoir en tous les cas des variantes. Vous avez également un fonds euro qui vous permet d'avoir malgré tout des liquidités rémunérées. Je vous rappelle que le fonds euro, et tout à l'heure Christophe l'a montré, c'est quand même un support garanti. C'est dommage de rester que sur le fonds euro quand on a du temps devant soi, mais en tous les cas, c'est bien d'en avoir un. Ça vous permet d'avoir une rémunération, on va dire, garantie et un capital qui va être lui-même garanti. Sur la partie unité de compte, aujourd'hui, c'est plus de 350 unités de compte. Vous retrouvez bien évidemment l'ensemble des Fidelity Target Funds avec l'ensemble des échéances que nous avons vues au sein des deux derniers webinaires, des deux premiers webinaires, puisque c'était le deuxième. Et je crois qu'on a répondu à peu près à tout ce soir, qu'on a tout vu. Je vais lancer juste quelques sondages complémentaires pour savoir aujourd'hui tout simplement le niveau mensuel que vous consacrez aux préparations à la retraite. Voilà, ça peut nous donner aujourd'hui une petite vision. Tout à l'heure, j'ai vu que sur la partie avez-vous déjà épargné pour votre retraite, on était à moitié-moitié, donc n'hésitez pas à répondre. Aujourd'hui, concrètement, quel montant mensuel vous consacrez à peu près à la retraite? C'est juste indicatif, c'est comme ça, ça vous permet d'avoir un élément et vous voyez que plus vous épargnez, en tous les cas sur la durée, voilà, c'est à peu près équilibré entre l'ensemble des solutions. Et aujourd'hui, je vais également vous lancer un autre sondage sur à quel niveau vous placez finalement le financement de la retraite. Est-ce que c'est principal ou est-ce que… Voilà, alors il n'y a qu'une seule réponse possible, j'en suis désolé. Mais c'est juste pour savoir si finalement la retraite est un axe prioritaire ou pas pour vous de constitution et d'épargne. Ça vous permet de savoir aujourd'hui où est-ce qu'on se positionne. Alors, vous n'avez pas posé de questions, donc je pense qu'on a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, on peut y répondre, puisque c'est la séquence des questions. On est avec Christophe, on est là pour y répondre. Des questions sur les marchés, sur la volatilité, sur les intérêts composés, sur le PER, sur le fonctionnement, sur la retraite. On peut vous apporter vraiment des réponses. Sinon, on va clôturer ce webinaire. Alors, sachant qu'il y a quand même une grande partie des personnes qui me disent que le financement pour la retraite est quasiment à titre principal, donc c'est quand même pas neutre. Donc, c'est important pour vous. Pas de questions. Ok, Christophe, je te remercie pour ta participation aux 3 webinaires. Je remercie bien évidemment toute la maison Fidelity pour l'accompagnement, les supports que nous avons eus. Vous retrouverez bien évidemment l'ensemble de ces webinaires sur notre web TV, sur notre YouTube TV, Eparnissimo TV. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux, Facebook, X, LinkedIn. Vous avez également toute notre équipe, Xavier, Rémi, Ramona, Céline, qui sont là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour vous accompagner au quotidien. N'hésitez pas et on vous remercie encore. On vous dit à très bientôt. Hop, et je lance un dernier sondage. Vous allez pouvoir nous dire si vous avez été satisfait ou pas du webinaire. Bon, en principe, on a quand même plutôt des clients qui sont satisfaits de notre intervention. Merci pour tout. Et on vous dit à très, très vite. Merci beaucoup. Merci Eparnissimo et merci à tout le monde. Merci Christophe. Merci Fidelity. À très bientôt. À très bientôt.